Oui, bonjour à toutes et tous pour la mission bi-hebdomadaire de Tiloche Radio en langue française en partenariat avec le site Oulala. Donc aujourd'hui, on a la chance de recevoir deux grands intellectuels européens de gauche. Bien à gauche, Serge Halimi, qui est rédacteur en chef du Monde diplomatique, expert des États-Unis, expert du monde des médias, expert aussi de l'histoire de la gauche. C'est bien ça? Bonjour Serge Halimi. Oui, bonjour. Et qui est à Budapest pour un week-end, puisqu'il est invité par l'Institut français de Budapest pour donner une conférence lundi soir où il parlera des enjeux des élections aux États-Unis. Voilà, exactement. Et je suis pas rédacteur en chef du Monde diplomatique, mais directeur. Directeur, pardon, merci pour cette précision. Et on a la chance d'avoir, pour la première fois dans cette émission, mais il y aura peut-être d'autres occasions de le recevoir, le grand philosophe, intellectuel, homme politique engagé, à gauche aussi, hongrois. Donc en hongrois on dit Tamás Gáspár Miklós, en français on dit GM Tamás, donc Monsieur Tamás, TGM comme il est connu en Hongrie. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Donc qui est quelqu'un qui a un parcours politique et personnel très dur et intéressant, puisque vous êtes originaire de Transylvanie, vous étiez opposant à Ceausescu, et si je ne me trompe pas, à la fin des années 70, vous êtes venu en Hongrie, vous êtes venu dissident. Pas volontairement, mais suis venu. Et vous êtes venu dissident et opposant au régime de Kadar pour, à la fin des années 80, participer à la fondation du parti SDS, qui était le parti libéral de gauche. Vous avez été élu député en 1990 avec ce parti, pour par la suite devenir très critique envers le capitalisme et revenir sur les fondamentaux de Marx. C'est bien ça? Oui, tout ça est vrai. Bon, j'avais peur de dire des bêtises, vous me rassurez. Et puis on est aussi avec Judith Morva, qui est directrice ou rédactrice en chef de l'édition hongroise du Monde diplomatique, et Corentin Léotard, journaliste indépendant, qui est co-rédacteur en chef ou co-directeur, je sais pas comment on dit du coup, du site internet Oulala. Donc Corentin, je te laisse lancer la discussion. Oui, donc, puisqu'on a la chance d'avoir ces deux figures intellectuelles critiques du capitalisme et de sa version, son dernier avatar, le néolibéralisme, je voudrais commencer par demander à M. Tamás s'il peut nous dresser un état des lieux des conséquences de la transition en Hongrie d'une économie socialiste et planifiée à une économie de marché. Premièrement, il faut, je crois, comprendre que l'économie planifiée socialiste a été déjà émiettée par des réformes depuis les années 60, et c'était de toute façon la destinée de tous les pays du socialisme réel, ou disons le capitalisme était planifié. Ça a été commencé déjà avec l'ouvrage de Staline, les problèmes économiques du socialisme en Union soviétique, qui déjà propose les premières réformes de marché en accentuant le rôle de la loi de la valeur, etc., etc. Alors ça commence dans les années 50. Alors la transition très lente vers une économie de marché, ça commence après le 20e congrès du PCUS. Et alors ce changement n'était pas tellement dramatique qu'on ne le croit pas. C'est la première chose qu'il faut préciser, qu'on oublie toujours, moi-même y compris parfois, parce que les changements politiques ne doivent pas voiler que les fondations du système présent étaient déjà là. Et c'est pourquoi il n'y avait pas une grande surprise quand les secrétaires de parti sont devenus des directeurs d'entreprise ou des hommes d'affaires, etc., etc. Et alors cette idéologie du marché qui a influencé toute notre politique pendant un quart de siècle, n'est pas nouvelle et a été bien préparée avant, et qui devient pour la première fois depuis 50 ans, pour la première fois, paraît dans sa vraie couleur aux yeux de la population, à laquelle l'économie de marché était présentée comme l'alternative moderne, comme la garantie du bien-être, comme la condition préalable de la liberté politique, etc., 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 même parmi les responsables du parti soi-disant communiste. Bon. Et alors, et c'est maintenant
une certaine rébellion, disons, idéologique contre tout ça, et qui est exploité, pas seulement en Hongrie, c'est partout le cas, c'est le cas dans toute l'Europe. Il y a ces mouvements pseudo-anticapitalistes à la droite. Et une version, c'est la droite hongroise, même le centre-droite et aussi l'extrême droite, qui prétendent à être contre le néolibéralisme. C'est plutôt rhétorique, mais qui représente un néoconservatisme national, disons. Alors vraiment, ils ont quelques préférences pour les élites nationales, etc. Mais leur politique est la même politique d'austérité, d'équilibre, etc., désindustrialisation, et avec des variantes locales, idéologiques et politiques. Et ça montre aussi qu'une politique néolibérale de cette façon tolère très bien les tendances autoritaires, antidémocratiques, même antilibérales, et qu'il n'y a pas de grande contradiction entre la politique économique, même libertaire, pour les privatisations, etc., et la politique la plus autoritaire, la plus dictatoriale, etc., etc. Alors, l'espérance de ma génération pendant les changements vers la fin des années 80, comme si le marché était le garantie des libertés publiques, etc., se montre à être fausse. Et ça, on le comprend de mieux et mieux et mieux, comme les jeunes générations ont cette expérience du capitalisme, disons, tardif. Alors là, on parle d'autoritarisme et néolibéralisme, mais c'est Serge Halimi, je crois, vous êtes l'auteur entre autres d'un livre formidable sur l'histoire du néolibéralisme, comment le néolibéralisme a su, alors qu'il était totalement mort, enfin le libéralisme était mort idéologiquement après la Seconde Guerre mondiale, a su reconquérir l'espace politique. Ça commence en 73 avec un système autoritaire et Pinochet. Oui, parce que ce que M. Tamas a dit à propos du socialisme, le fait que les réformes de marché aient précédé de pas mal d'années l'écroulement du système soviétique, je pense qu'il faut voir que de l'autre côté, au moment même où le socialisme mettait du marché dans son vin, si l'on peut dire, de l'autre côté, le capitalisme, au lendemain de la guerre en particulier, avait lui aussi intégré des éléments qui ne lui étaient pas naturels, des éléments de planification. Après tout, la France, le Japon capitaliste étaient des économies extrêmement planifiées, avec un ministère du plan, un commissariat général au plan, un ministère de l'industrie et du commerce au Japon, une bureaucratie assez développée qui imposait un certain nombre de directives aux industries. Donc on avait aussi du côté du capitalisme un système qui s'était en quelque sorte édulcoré, qui s'était en quelque sorte centrisé, à tel point que dans les années 60, on a parlé de part et d'autre d'une convergence des systèmes. On disait il y a d'un côté les réformes de Lieberman en Union soviétique avec les stimulants matériels, et du côté des États-Unis ou de la France ou du Japon, un système d'économie orientée, d'économie capitaliste planifiée. Je me rappelle que Raymond Aron a écrit sur Lieberman un nom heureusement prononçable. Voilà. Et donc c'était une période où on avait l'impression que les grands débats, les grands affrontements politiques s'étaient édulcorés, que les gouvernements du bloc soviétique et du bloc occidental menaient une politique économique qui était certes très différente, mais qui avait tendance à se rapprocher. Et ce à quoi on assiste depuis les années 80, c'est évidemment d'une part du côté des pays de l'ancien bloc communiste à la décomposition de ce bloc, et du côté des pays capitalistes à ce sentiment que la crise économique, qui a frappé de manière récurrente, on peut dire à peu près permanente, depuis 1973, depuis le choc pétrolier de 1973, était imputable à ces éléments
de contrôle des marchés, de socialisme, de guerre contre la pauvreté lancée par les programmes de Johnson dans les années 60. Et il y a donc eu la volonté chez ces intellectuels, chez un certain nombre d'intellectuels libéraux, qui étaient au départ extrêmement minoritaires, d'en revenir à la pureté des origines et de rétablir ce capitalisme qui avait provoqué la crise des années 30 et qui, de ce fait, avait été complètement discrédité. Et je crois que c'est en quelque sorte cette dynamique qui est intéressante, c'est le fait que d'un côté, donc le modèle soviétique s'écroule, et de l'autre côté, il y a la volonté de liquider une partie de l'héritage du capitalisme et des années 50 et des années 60 pour en revenir à une forme qui est beaucoup plus dure, dont, vous avez raison de le rappeler, on a vu en quelque sorte la première application au Chili en 1973, mais d'une certaine manière, on pouvait dire que le Chili c'était un cas à part parce que c'était un mode dictatorial, l'armée qui prend le pouvoir, le président légal qui est assassiné, et que ça n'est pas une manière très élégante d'introduire un changement dans une société démocratique. Donc on en est passé de cette méthode un peu brutale, de cette méthode gorille, à une méthode plus élégante, avec des élections régulières dont la réalité n'est pas contestable, mais qui conduisent de plus en plus à opposer deux grandes forces politiques qui disent l'une et l'autre qu'il n'y a pas d'alternative. Et que la clientèle à séduire en priorité est la clientèle des chefs d'entreprise, des hommes d'affaires, parce que c'est d'eux et d'eux seulement que dépend le rétablissement de la croissance. On oublie qu'en 1973, il y avait aussi un autre événement, pas tellement sanglant. C'était un petit livre publié par Enrico Berlinguer, le secrétaire général du Parti communiste d'Italie, qui s'appelle Austerita. C'est la louange de la politique de l'austérité. C'est le premier manifeste pour une politique d'austérité par un homme d'État européen important. C'était le communiste Berlinguer qui l'a fait. Alors cette idéologie a conquis la soi-disant gauche très très rapidement. Alors c'est la même année. D'accord. Et à peu près à la même période, pour revenir justement à ce que vous évoquiez à propos du Chili, il y a ce fameux rapport de la commission trilatérale sur la crise des démocraties, qui estime que la crise des démocraties, ça n'est pas que les gens s'impliquent trop peu dans la politique, mais au contraire qu'ils s'impliquent trop dans le système politique, et que des groupes qui auparavant en étaient exclus, on pense évidemment aux groupes féministes, aux groupes pacifistes, aux groupes écologistes, aux mouvements homosexuels, ces groupes-là, en quelque sorte, sont en train d'alourdir le système politique, de lui imposer des demandes qu'il ne peut pas satisfaire, et que ces demandes que le système politique ne peut pas satisfaire expliquent la moindre performance du système économique et du système politique. Et qu'il faut donc, c'est presque dit noir sur blanc dans le texte, décourager un certain nombre d'intervenants dans le système politique. La participation. Revenir sur cette trop grande démocratisation qui a été le produit de l'éruption démocratique des années 60, afin qu'on en revienne un peu au mode de gouvernement précédent, où ce sont d'abord les élites économiques, financières, les classes les plus éduquées, qui déterminent la marche politique des nations. Alors, Kadar était très en avance aussi dans la dépolitisation de la société. C'était l'un des piliers de sa politique, monsieur Tomáš. Oui, voilà, mais il faut voir que c'était à peu près pareil dans les autres pays de l'Est. C'est le mythe hongrois que c'était tellement spécifique, c'était pas tellement. Bon, il y a des différences, mais elles ne sont pas tellement décisives. Bien sûr, la politique du régime Kadar a été déterminée par l'expérience, par la panique de 56, par la combination d'un grand mouvement national pour l'indépendance et aussi le mouvement ouvrier qui a, pour la deuxième fois dans le XXe siècle, a fondé des conseils d'ouvriers. Alors, c'était toujours la grande peur de toutes les classes dominantes de l'histoire hongroise, bien sûr, les conseils d'ouvriers. Et alors, l'amiral Horthy et le communiste Kadar n'étaient pas tellement différents de ce point de vue. Et Kadar
était un homme d'État conservateur, très pragmatique, pas très idéologique lui-même, quoique il a eu tous les préjugés de vieux bolcheviques, mais quand même, comme homme politique, il était vraiment très pragmatique parce qu'il a eu l'opinion dédaignant le peuple hongrois, mais que ces gens-là, dans leur cœur, n'aiment pas le socialisme. Alors il faut les entretenir, les amuser, leur donner des miettes de ça et de là, etc. Alors c'était vraiment un homme d'État conservateur qui a eu un dédain très classique des foules. Alors très peu resté de l'idéologie communiste. C'était surtout un seul pays où vraiment les séquelles de l'idéologie communiste restaient un élément important, et c'est l'Allemagne de l'Est. Alors le reste c'était vraiment la survie du système soutenu par la lourdeur de l'État, etc., etc. Et alors ces pays-là étaient dépendants d'une croissance permanente du niveau de vie. Alors, c'était pas la liberté, le socialisme et la fin de l'aliénation qui étaient proposés à la classe ouvrière, mais chaque année, la viande était moins chère. Bon, c'était la grande promesse du socialisme réel tardif. Et alors, Kadar, c'était l'homme de ces périodes. Et quand l'économie, comme toutes les économies des États-providence, a eu des difficultés de crédit, etc., de prêts et investissements, etc., à l'Est comme à l'Ouest, alors c'était la fin de cette paix intérieure très petite bourgeoise, cette paix très petite bourgeoise avec l'opérette, avec le cirque, avec les petits voyages, etc. Alors c'était vraiment une société tranquille, une société stable, stabilisée par la peur et par le bien-être, et pour lequel maintenant il y a une nostalgie géante entre les gens ici, y compris les gens de droite. 40% des électeurs du parti Fidesz considèrent que János Kadar était le plus grand homme d'État de la Hongrie moderne. 40%. Alors, ce qui est évidemment intéressant, c'est qu'on retrouve cette nostalgie de l'autre côté de l'ancien rideau de fer, puisque maintenant, les 30 Glorieuses suscitent en France une énorme nostalgie. Alors, à cette différence près que ce petit confort bourgeois n'est pas seulement le produit de la volonté des classes dirigeantes, bien sûr, mais que c'était aussi le produit de luttes sociales ouvrières extrêmement actives et qui ont arraché un grand nombre de droits. Et d'une certaine manière, la nostalgie qu'on vit aujourd'hui peut s'expliquer par le fait que pendant cette période, on assistait à une augmentation régulière du niveau de vie, pas du taux de croissance du pays, mais du niveau de vie de l'ensemble de la population. Alors que maintenant, on constate qu'il y a des taux de croissance qui sont d'ailleurs très faibles et dont la quasi-totalité est réservée au 1% le plus riche de chaque société. Ce qui n'est pas du tout le cas des années 60. Il faut voir que, d'une certaine manière, cette idéologie qu'on évoque, là, cette idéologie autoritaire, crise des démocraties, etc., elle luttait aussi contre une redistribution des revenus, et elle a eu des conséquences qui ne sont pas seulement idéologiques, dans la mesure où cette redistribution des revenus s'est interrompue. Forcée par les masses, par les syndicats, absolument, par les partis ouvriers, etc. Bien sûr. Et cette redistribution des revenus s'est inversée. On voit donc que l'idéologie peut avoir des conséquences très matérielles dans ce monde. Et l'autre conséquence peut-être qu'il faut voir lorsqu'on évoque maintenant la pesanteur de l'idéologie dominante. Bon, vous évoquiez le fait que je revenais des États-Unis. C'est vrai qu'aux États-Unis, le Parti républicain maintenant a une vision du monde qui est complètement binaire, où il n'y a que deux classes, deux catégories, les patrons d'une part et les parasites de l'autre. Et voilà.
il n'y a que des gens qui créent de la richesse, qui sont tous chefs d'entreprise, qui sont en règle générale... Comme Romney a dit, 4-7% des parasites. Voilà. Il n'a pas employé le terme de parasite. Non. Mais il a dit de gens dépendants de la puissance publique. Bon, il y a donc toujours ces personnages un peu héroïques qu'on retrouve dans les romans des Ayn Rand, des gens qui créent des grandes choses grâce à leur génie. Comme disait Werner Sombart, l'entrepreneur héros. Voilà. Et puis qui sont paralysés à la fois par la bureaucratie et puis par la masse accapareuse qui veut en quelque sorte leur confisquer le produit de leur fortune. Et alors je disais, l'autre conséquence de cette idéologie, c'est qu'à chaque fois qu'une crise intervient, et depuis une vingtaine d'années, on en a connu quand même quelques-unes, 1987, souvenez-vous, une chute de la bourse plus importante encore que celle du jeudi noir de 1929, 1997, la crise en Russie, en Amérique latine, en Asie du Sud-Est, 2002, la crise des nouvelles technologies, et là, 2007, 2008, la crise des subprimes. À chaque occasion, on se dit, cette fois-ci, c'est fini. Cette fois-ci, c'est fini, c'est le retour de Keynes, le modèle néolibéral est discrédité, et il suffit en général de quelques mois pour que non seulement on en revienne aux politiques libérales, mais aux politiques libérales durcies par rapport à leur phase précédente, parce que, comme vous le disiez, il n'y a pas, où les gens ont ce sentiment, ont internalisé cette idée qu'il n'y a pas d'alternative, que ce sont les seules politiques possibles. Ils ont maintenant, je crois, aussi compris que ces politiques ont pour, sinon objectif, en tout cas pour résultat, de les détruire leurs conditions d'existence, de rendre leur vie de plus en plus difficile. Imaginez quelle est la situation classique, presque emblématique, de quelqu'un qui appartient aux classes moyennes dans un pays européen ou aux États-Unis. Son niveau de vie décroît, année après année. S'il a des enfants, il doit payer toujours plus cher l'éducation de ses enfants, qui auparavant était gratuite, et qui maintenant peut coûter des dizaines de milliers de dollars par an si vous voulez envoyer vos enfants à l'université aux États-Unis. Et puis, comme les parents vivent plus vieux, au bout d'un certain temps, il faut payer les frais d'hospitalisation des parents qui ont 80, 90 ans, 95 ans, qui sont encore en vie, et c'est heureux et qui pour veulent eux, vivre, qui veulent vivre, et c'est heureux pour eux. Donc vous avez des classes moyennes qui ont à la fois des enfants qui leur coûtent de plus en plus cher, des parents qui leur coûtent de plus en plus cher, et des revenus qui ont tendance à diminuer. Il n'est pas étonnant que le sentiment d'optimisme qui existait d'une certaine manière dans les années 60, cette idée que demain sera meilleur qu'hier, est un sentiment qui a tendance à disparaître, à se résorber, à disparaître, et que face à ce défaut de compréhension d'un monde, ou en tout cas défaut de perspective du monde, les gens aient tendance à se replier sur des identités qui sont de plus en plus excluantes des autres, et qu'ils aient la volonté d'imputer la responsabilité de ce qui va mal à certains groupes minoritaires, qu'il s'agisse d'un autre, et qu'ils aient la volonté d'imputer la responsabilité de ce qui va mal à certains groupes minoritaires, qu'il s'agisse d'un populisme à la Poutine, et peut-être un peu comme ce que vous avez ici avec Orban, qui trouve en quelque sorte deux catégories à stigmatiser de manière un peu inégale, ceux qui sont tout en bas, ça peut être les Roms ici, et ceux qui sont tout en haut, ça serait le capitalisme financier apatride, contre lequel on ne prend aucune mesure, mais qu'on associe dans la dénonciation de ce qui ne va pas. Pour continuer peut-être revenir pour mettre en évidence avec l'exemple hongrois cette analyse, Corentin, tu veux peut-être reprendre Je vais donner quelques chiffres simplement que j'ai notés depuis 2006, depuis disons 2007 plutôt, 2007-2008. Les différents plans d'austérité en Hongrie, ça donnait ceci. Donc la perte du 13e mois dans la fonction publique. L'équivalent local du RSA qui est passé de 28 500 à 22 500 forints, c'est-à-dire de à peu près 100 € à 80 €. Des allocations chômage réduites à une durée de 3 mois. Et surtout un impôt sur le revenu à taux unique de 16% et qui pénalise de 20 à 40% des plus pauvres de la population, tout en favorisant une classe moyenne supérieure extrêmement réduite. Le tout sur un fonds d'inflation très élevé, 6% à peu près cette année.
Je reviens sur cette flat tax, ce taux unique. On vient d'apprendre aujourd'hui que, par exemple, en Slovaquie, le Premier ministre socialiste vient d'annoncer la suppression de la flat tax qu'il avait mis en place en 2004. Et donc les conséquences de tout ça, je reprends là un chiffre qui nous est donné par Zsuzsa Ferge, qui est une éminente sociologue hongroise, et qui considère que 4 millions de personnes en Hongrie vivent avec moins de 64 000 forints par mois, c'est-à-dire 220 € à peu près. Ils étaient à peu près 3 millions en 2000, 3,3 millions en 2005 et 4 millions aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant dans cette analyse, c'est qu'on voit que ça commence en 2007, à l'époque où c'était un gouvernement dit socialiste, mais qui appliquait en fait des politiques néolibérales, et que ces plans d'austérité, avec une rhétorique différente, sont toujours mis en place par le nouveau gouvernement Orban. Bien sûr, alors on était clair, mais les élections en Europe de l'Est et dans la plupart du monde, on les gagne à la gauche et après on gouverne à la droite. C'est ce que tout le monde fait toujours dans les derniers 50 ans. Alors, M. Orban n'est pas exception. Il le fait un peu plus brutalement que les autres. Pas un peu, bon, beaucoup plus brutalement que les autres, plus brutalement que les autres, mais quand même, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est la même logique. Alors, il a promis la fin de la politique d'austérité. Il même a le courage maintenant, après ces mesures ultra conservatrices, de dire qu'il est toujours contre la politique d'austérité. Mais bon, ça devient une matière à rigoler. Mais vraiment, c'est aussi un autre élément. Alors toujours ces mensonges, disons permanents. Alors on promet la fin de l'austérité, après on fait une politique d'austérité. Alors on devrait confronter un public déçu, mais déçu d'une façon absolument inouïe. Alors c'est pas seulement la déception, c'est vraiment l'hostilité, c'est même la haine pour la politique prétendument démocratique, etc. Et je me réfère pas à l'extrême droite, alors qui ont vraiment fait des conséquences politiques terribles de cette situation-là, mais je me réfère à la majorité, surtout des jeunes, qui refusent la politique traditionnelle. C'est un sentiment pour le moment négatif, mais alors l'attitude anti-régime, l'attitude antisystémique de la plupart de la jeunesse et même des autres est déjà présente dans la société, sans avoir une direction précise ou une théorie, mais un sentiment très fort. Alors les gens comprennent à la fin que c'est pas seulement la chose d'un gouvernement ou de l'autre, mais c'est la question du système. C'est ce qu'on retrouve un peu avec les mouvements Les Indignés ou Occupy, Serge Halimi. Oui, c'est ce qu'on retrouve avec toutes ces limites. Quand je disais qu'à chaque fois qu'il y a une crise du capitalisme, etc., il y a un mouvement de protestation qui a tendance à ne pas durer, faute justement de débouchés politiques. C'est ce qu'on est en train d'observer avec... Regardez le mouvement de Seattle qui a disparu. Maintenant, ça reparaît avec les Indignés, avec les Occupy. Ils sont assez similaires dans leur structure et qui n'ont pas une permanence institutionnelle et politique. Et alors, ils n'ont pas une culture d'organisation. Alors, le manque de permanence qui est bien motivé par notre peur d'une structure, disons, à la bolchevique, etc., mais le problème politique de l'opposition anti-système n'est pas résolu. Alors, c'est vraiment la forme future d'une politique anticapitaliste n'est pas trouvée. Mais disons, semble. L'avantage quand même du mouvement des Indignés, pour ne pas être entièrement critique ou négatif, c'est qu'il a réussi à placer sur le devant de l'actualité, en tout cas de l'actualité intellectuelle et politique américaine, la question des inégalités sociales, qui était une question que le président Obama, élu pourtant à la suite d'une très grande mobilisation et d'une vague d'espoir absolument incontestable, avait assez largement abandonné pour se concentrer, comme les républicains, sur le thème de la dette et de la réduction de la dette.
le mouvement des indignés, en tout cas Occupy Wall Street, a permis que ce débat autour des 1%, 99%, soit un débat qui intègre en quelque sorte par effraction la vie politique américaine, et sur ce plan, il est tout à fait positif. L'autre chose sur laquelle je voulais insister, parce que je crois que vous venez de le dire et c'est très important, c'est de rappeler que le libéralisme ne l'emporte jamais électoralement. En tout cas, que lorsqu'un candidat se présente en disant « je suis libéral », je veux appliquer une politique de réduction des services publics, de suppression du nombre de fonctionnaires, de réduction des salaires, d'ajustement structurel, de libre-échange, etc. Ça arrive que des candidats se présentent avec un programme comme celui-là, mais leur score électoral est en général lamentable. La dernière fois que nous avons eu ça en France, c'était en 2002, je crois, avec Alain Madelin. Il a eu 3,91% des voix. Donc ces politiques ne peuvent être menées que par effraction. Il faut effectivement faire une campagne, comme à l'époque celle de Jacques Chirac, contre la fracture sociale, pour quelques mois plus tard dire au fait, je vous avais dit qu'on allait lutter contre la fracture sociale, mais je viens de découvrir, surprise absolue, que nous avions un niveau de dette très préoccupant et il faut réduire la dette et donc creuser la fracture sociale qu'on s'était engagé à résorber. Et effectivement, c'est cette série de mensonges politiques permanents qui crée une espèce de doute par rapport à la réalité de la démocratie qu'on nous propose et dans laquelle nous sommes censés vivre, qui naturellement favorise des mouvements antidémocratiques qui nous disent de toute façon vous êtes des imposteurs quand vous nous parlez de démocratie, souvenez-vous des promesses que vous avez faites et confrontons les promesses que vous avez faites aux politiques que vous avez appliquées. C'est parfaitement ce qui s'est passé en 2006 avec la réélection de Ferenc Gyurcsány. Oui, voilà, bien sûr. Alors, c'est très intéressant que l'accord avec le FMI que le gouvernement socialiste a signé pendant la crise 2008 a été attaqué par la Fidesz avec une grande force pendant des années, et on découvre maintenant seulement que c'était M. Orbán qui a voté, bien sûr, pour cet accord. Gyurcsány était légèrement plus démocratique que lui. Il a avancé cet accord en Parlement au vote. Il l'a mis au vote. Et alors, M. Orbán a voté pour. Et ça ne dérange plus personne parce que c'est comme les gens aperçoivent les hommes politiques. Mais bien sûr, ils mentent. Mais bien sûr qu'ils mentent. Alors, ça a devenu la norme. Et alors, mais je crois que l'exploitation de ce fait par l'extrême droite et les autres gens un peu suspects, c'est seulement la première phase. Alors, je crois que, quand même, les gens ont commencé à penser plus profondément sur ces choses-là, économiquement, théoriquement même, et politiquement aussi. Alors, on cherche des autres formes. Il y a une conversation partout, sur de nouvelles formes qui pourraient peut-être un jour, quand même, faire un changement économique et social possible dans le cadre d'une société libre. Alors, personne ne veut pas une nouvelle dictature à la Staline ou à la Mao. Bien sûr, c'est acquis. Mais bon, mais nous sommes, comme la génération de 1917, confrontés au problème quelle forme politique à choisir pour réaliser une telle société. Alors, et nous ne sommes pas trop loin dans cette voie-là. Alors, c'est toujours le début de ce voyage vers une société plus acceptable moralement et socialement. Serge Halimi, justement, sur une alternative, vous avez écrit un autre livre qui s'appelait « Quand la gauche essayait ». Alors, est-ce que la gauche essaie? Est-ce qu'il y a des alternatives qui sont discutées actuellement? Bon, écoutez, si on se réfère à la situation française, on est dans le cycle tout à fait habituel. Vous avez une droite qui est mécontente, une gauche qui arrive au pouvoir en promettant de faire autre chose, qui fait peu ou prou la politique de la droite. Pendant ce temps, quand le mécontentement monte et qu'on se dit la droite va revenir au pouvoir, elle
Elle s'en veut d'avoir mené une politique qui était trop à gauche, donc elle fait en quelque sorte un pas à droite supplémentaire, et quand elle revient au pouvoir, elle mène une politique qui est encore plus à droite, qui suscite une campagne de la gauche, qui dit on fera autre chose, qui fait la même chose, et ainsi de suite. Et pas après pas, on mène des politiques qui sont plus conservatrices. Dans le cas de la France, souvenons-nous, moi je dois dire que je suis étonné par la répétition du scénario, parce que je ne l'aurais jamais imaginé. Encore une fois. J'avais écrit en avril de ce mois-ci, donc avant l'élection de Hollande, un papier qui s'appelait l'audace ou l'enlisement. Et dans ce papier, je rappelais le précédent du gouvernement Jospin. Quand Jospin était arrivé au pouvoir en 1997, il y avait un traité européen que Jospin avait estimé être mauvais pendant la campagne. C'était un traité qui avait été signé par Chirac et par, Helmut Kohl. Et Jospin estimait que ce traité avait été, je cite, une concession absurdement faite à l'Allemagne. Il avait donc annoncé que s'il remportait les élections, il renégocierait ce traité. Il remporte les élections et il ne renégocie pas ces traités. Et il explique, ou plus exactement, son ministre des Affaires européennes de l'époque, Pierre Moscovici, qui est le ministre de l'économie et des finances de François Hollande, explique qu'on ne pouvait pas renégocier ce traité, même si on s'était engagé à le faire, pour plusieurs raisons. Et l'une de ces raisons était qu'on ne voulait pas remettre en cause l'axe franco-allemand dont dépendait la construction européenne. Bon, je relate en quelque sorte ces propos en avril en disant « Attention, voilà ce qui s'est produit. Jamais je n'aurais imaginé que la forme serait imitée avec tant de perfection 3 mois plus tard. » Parce que là, nous avons une fois encore un candidat socialiste qui s'engage à plusieurs reprises à renégocier le traité Merkel-Sarkozy, qui arrive au pouvoir et qui, quelques semaines plus tard, propose la ratification du traité Merkel-Sarkozy dont aucune virgule n'a été modifiée. Alors, il est évident qu'on peut continuer ce jeu-là indéfiniment. Il va y avoir des manifestations ce dimanche à Paris et en France contre le traité dont nous verrons si elles mobilisent beaucoup de monde. Mais c'est le type de répétition qui lasse les gens effectivement de la démocratie, qui ne les conduit pas nécessairement à faire de la politique autrement, qui peut les conduire aussi à se replier dans leur domaine individuel en se disant que les choses de la cité ne les regardent pas parce qu'elles sont en quelque sorte contrôlées par un petit groupe très limité de gens qui, en dernière analyse, s'accordent sur les solutions à apporter à la crise, c'est-à-dire des solutions qui, en général, amplifient la crise au lieu de la résoudre. Est-ce qu'en Hongrie, on parle de ce traité autour de la stabilité, etc. Est-ce qu'il y a un débat autour de ça? Je crois qu'Orbán s'est engagé à le signer. Pas un mot. Alors, il ne faut pas oublier que les petits pays de l'Europe de l'Est ont connu une tradition demi-coloniale pendant une période très longue. Et alors la mentalité que ces choses-là ne nous regardent pas, ce seront toujours faites par les grands pouvoirs, par les riches, par les grands, par les étrangers, par les occidentaux, etc., etc. Alors, il y a un léger ressentiment contre ça, bien sûr, qu'on exploite parfois par des forces nationalistes, mais toujours seulement rhétoriquement. Maintenant, en échange pour signer ce pacte fiscal, M. Orbán et son gouvernement demandent d'une manière à peu près ouverte qu'on cesse la critique sur leur pas antidémocratique en échange d'une signature. Alors, il y avait, pour la première fois, M. Orbán est reçu par Mme Merkel, qui n'a jamais voulu de le recevoir comme un ennemi de la démocratie, etc., etc. Maintenant qu'elle a besoin de sa signature, alors grande paix, célébration à Berlin, le tapis rouge, tout ça. Pour M. Orbán, grand champion de la démocratie comme on le connaît. Bon, c'est comme ça. Alors, de nouveau, bien sûr, le gouvernement va dire
M. Orban a été reçu par Mme Merkel après toute cette campagne par la gauche, etc., etc. Mais maintenant, grande victoire nationale en signant le pacte fiscal. Oui, oui. Alors la propagande, je la prévois déjà parce que je connais les mécanismes, mais alors ça sera un nouveau mensonge, bien sûr, comme toujours, et qui vraiment devient très ennuyeux. Alors, j'ai déjà plus de 60 ans et j'ai vu ça tant de fois que ça devient vraiment ennuyeux. Là, la situation qui est effectivement très, très, très amusante, si on peut employer ce mot, c'est de voir un dirigeant comme Orban qui s'est dressé contre les autorités européennes, estimant qu'elles imposaient trop de contraintes à son pays, qui, alors qu'il a parfaitement le choix de dire non, décide de s'imposer une nouvelle contrainte en signant ce traité, qui ne deviendrait pas traité si un seul des membres de l'Union décidait de ne pas le signer. Il dispose donc d'une carte maîtresse, comme la plupart des autres pays, et chacun des autres pays va choisir de ne pas jouer cette carte maîtresse pour, en définitive, entériner un accord qui a été signé par un président français battu et par Mme Merkel. Qui sera bientôt battu. Ça, je ne sais pas. Oui, je sais pas. Mais alors, c'est très intéressant et on pourra aussi voir qu'est-ce qu'on sacrifie. Alors, ce sont les droits de l'homme, quoi. Et le système électoral, etc., etc. Alors, toutes ces décorations démocratiques dont on chante les louanges, etc., etc. Et maintenant qu'on a besoin des signatures des petits dictateurs de pacotille comme notre digne Premier ministre, alors ça ne compte plus. Ça ne compte plus. Enfin, moi, je suis quand même moins pessimiste que vous, parce que je vois que ce revirement de François Hollande ne lui a pas du tout profité. Non, Il lui a suffi de 3 mois pour devenir impopulaire. Une partie de sa formation, le Parti socialiste, s'oppose à ce traité. Les écologistes, qui jusqu'à présent étaient très pro-européens, favorables à tous les traités fédéralistes, se sont prononcés majoritairement contre la ratification de ce traité. Et la gauche alternative, enfin l'équivalent de ce qui serait chez vous la gauche alternative, c'est-à-dire le Front de gauche en France, sans lequel François Hollande n'aurait jamais été élu président de la République, est mobilisé contre la ratification de ce traité. On va donc se trouver dans la situation où François Hollande perdra une partie de sa majorité et ne pourra faire ratifier un texte qu'il s'était engagé à renégocier et qu'il n'a pas renégocié qu'avec le soutien du parti qu'il vient de battre à l'élection présidentielle. Et quelle alternative à ça? Comment lutter contre ça? Parce qu'on voit, donc on peut parler qu'on est, comme dirait Hervé Kempf, le journaliste du Monde, on est dans une oligarchie, on est, voire comme moi je dirais en tant que décroissant, on est dirigé par ce qu'on appelle la religion de l'économie, c'est-à-dire que l'économie a supplanté le politique, sauver la monnaie prend le dessus sur les droits de l'homme, on le voit avec ces accords européens qui vont jusqu'à remettre en question la souveraineté des peuples sur des politiques pour sauver un système monétaire. Alors comment lutter contre ça, puisque l'oligarchie a quand même dans ses mains des polices de plus en plus entraînées, organisées pour lutter contre des mouvements populaires. On l'a encore vu cette semaine en Grèce et de manière encore plus spectaculaire devant le Parlement à Madrid. Que faire aujourd'hui quand on verra ce qui se passera demain à Paris lors des manifestations? Est-ce que ça va mobiliser? Dans quelle mesure ça va mobiliser? En Hongrie, on assiste à pas beaucoup de résistance contre Orban et contre... Attendons, d'accord. Vous êtes plutôt optimiste. J'ai lu un article où vous parlez que vous pensez qu'il est possible, avec un mouvement populaire en Hongrie, de faire tomber Orban. J'ai écrit en 2026. 2026, on est bien parti. On est encore jeune, on verra ça. Non, par des élections, ça devient impossible. Parce que avec cette loi électorale, il est inamovible. Mais avec 35% du vote populaire, il aura 2 tiers. Alors, ça va calculer, il y a des experts qui peuvent calculer ces choses-là. Alors, c'est pas exagéré, c'est comme ça. Et des autres n'auront pas 36%. Alors, mais ce que je dis, alors je crois qu'une résistance va se former. Et je crois aussi que jusqu'ici,
nuance du libéralisme était la force maîtresse de l'opposition contre Orbán. Ça va changer. Vous verrez que ça va changer. Et ça va changer plus vite qu'on ne l'attend pas. Parce que l'élément qu'on n'a tout de même pas mentionné ici et qui me paraît important, c'est l'élément strictement économique. De fait, ces politiques sont condamnées à échouer. Elles ne vont pas réussir. C'est pas qu'on ne souhaite pas qu'elles réussissent. Même la dette ne sera pas. Moi, je ne souhaite pas qu'elles réussissent, mais je sais qu'elles n'ont aucune chance de réussir. Il n'est pas possible de réduire le déficit d'un pays dont on casse la croissance. Il n'est pas possible de réduire le déficit d'un pays en lançant des politiques d'austérité qui provoquent l'appauvrissement d'une partie de la population. Ça ne se produit pas, ça n'existe pas. Il y a donc un moment où cette réalité pénétrera même le crâne très épais des élites économiques et politiques, et où la seule solution qui deviendra envisageable, c'est une solution qui consisterait à accepter un niveau d'inflation beaucoup plus important, afin que ce soit en quelque sorte les actifs des créanciers, de ceux qui disposent de la fortune, du capital, qui soient atteints, et non pas les actifs des salariés, comme on le constate depuis une vingtaine d'années. Cette situation-là n'est pas inconcevable. Il est possible que le pouvoir des créanciers soit secoué par la réalité même du désastre économique auquel conduit l'application d'une politique qui est une politique d'austérité massive et qui, à chaque fois qu'elle échoue, a pour résultat d'augmenter la dose de l'austérité. Il y a en quelque sorte ce théorème qui consiste à dire qu'il n'y a pas de problème provoqué par le libéralisme auquel une dose de libéralisme supplémentaire ne puisse apporter remède. Mais c'est un théorème de fou. Non, on le voit depuis 2008 par exemple en Grèce où c'est exactement ce qui se passe. La Grèce est dans une récession toujours plus forte depuis 2008. Les plans d'austérité aux conséquences sociales et humaines monstrueuses. Quand on voit les taux de suicide, le stress, le mal-être dans la société, etc. Je crois qu'en Hongrie, les données sont assez inquiétantes aussi. En Hongrie, on pourra en parler aussi. Les données sont vraiment très inquiétantes. Et pourtant, ils continuent. Mais ça profite à une certaine oligarchie. Voilà, parce que vous dites, pourtant, ils continuent. Mais il y a un élément que vous ne mentionnez pas dans le cas de la Grèce, c'est qu'une nouvelle force politique est apparue, qui représentait 4 ou 5% des voix il y a quelques années, et qui a failli remporter les élections il y a quelques mois. Donc il y a un moment... Et qui a toujours des chances, maintenant. Et qui a toujours des chances. Il y a eu une inversion totale des courbes entre le Parti socialiste qui a appliqué une politique de droite, et cette formation qu'on cataloguait précédemment à l'extrême gauche, et qui devient maintenant la majorité de la gauche. Et on sait qu'en période de crise, ce genre de transformation, de chamboulement du système politique sont possibles. En général, ces transformations opèrent à un rythme presque glaciaire, très lent. En période de crise et avec des taux de croissance qui sont négatifs, de -5, de -7, vous avez des formations politiques entières qui disparaissent. Qui apparaissent et qui disparaissent. Qui apparaissent en Italie, on a eu la formation de Berlusconi, et on a eu la Ligue du Nord, là, qui est maintenant en train de disparaître. Vous avez des formations pirates qui apparaissent un peu partout en Europe, d'autres partis institutionnels dont la popularité s'écroule. Donc nous ne sommes pas uniquement dans une période où en quelque sorte la classe dirigeante peut faire ce qu'elle veut. D'une part, elle constate que la trajectoire économique est une trajectoire désastreuse, certes pas désastreuse pour les 1% qui continuent à accumuler des revenus colossaux, mais vous ne pouvez pas gouverner avec même une apparence de démocratie un pays uniquement en le faisant de manière aussi ostentatoire pour les 1% les plus riches. Donc vous avez cette situation économique qui est maintenant observable et qui a les effets politiques qu'on vient d'évoquer, avec l'apparition de nouvelles formations, souvent beaucoup plus radicales, en tout cas décidées à en finir avec le duopole opposant un parti de centre-droit et un parti de centre-gauche qui peu ou prou mènent la même politique. Monsieur Tomáš, est-ce que vous pensez que à court ou moyen terme, dans les années à venir, disons, on peut assister à un mouvement social d'ampleur en Hongrie contre ces politiques d'austérité ? À ce qu'il semble, bien sûr, il y a comment on dit en anglais, preemptive attack. De la part de la droite et de l'établissement de médias, etc., parce qu'on craint
parce qu'on craint cette formation de naître, mais je vois parmi les forces encore faibles de l'opposition qu'on conduit avec certains éléments de la gauche radicale des conversations plus en plus importantes, et la sensibilité change. La perception d'une nouvelle politique de gauche devient un élément. Alors, je vois ça partout en Europe de l'Est. J'ai fait des conférences assez régulièrement en Europe du Sud-Est, ex-Yougoslavie. Je suis de retour de Bulgarie, etc., où je n'ai pas parlé dans une radio pirate de cette manière comme nous sommes ici, mais la radio nationale bulgare. Alors, le marxiste étranger, avec ce mot marxiste en Europe de l'Est, qui est toujours un mot scandaleux, alors quand même, il y avait énorme intérêt, pas pour ma personne, qui est inconnue en Bulgarie, mais quelqu'un se réclame de Marx, c'était quand même. Et alors ça devient plus puissant, et je crois qu'une nouvelle génération, pas seulement en termes biologiques, c'est pas nécessairement des gens très jeunes, mais une nouvelle génération, un nouveau groupe des gens qui s'engagent pour la justice sociale, etc., paraît. Et alors, je suis pas... Bon, bien sûr, c'est un long combat, mais pas tellement solitaire que jusqu'ici. Et on peut peut-être rappeler un précédent à la fin de l'année 2010, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps, quiconque regardait le monde arabe avait l'impression d'un territoire gelé, avec des gérontes qui se succédaient au pouvoir, qui volaient leur peuple, et se disait que c'était en quelque sorte des territoires où il n'y avait pas d'histoire, où il n'y avait pas de perspective. Bon, on a vu qu'il a suffi d'une personne s'immolant près de Sidi Bouzid pour que toute cette configuration d'ensemble soit transformée. Il y a un moment, tout s'écroule. Il y a un moment où les sociétés ne veulent plus continuer à souffrir 1000 martyrs, et c'est à ce moment-là qu'en général le grand renversement historique intervient. Bon, on va conclure là-dessus. Je rentre de la 3e conférence internationale de la décroissance à Venise, et c'est le sentiment que j'ai quand on regarde en effet l'histoire des mouvements politiques. Cette histoire est toute sauf linéaire, et ça laisse ce qu'on peut voir un peu partout, ce qui se met en place autour des alternatives concrètes, des réflexions sur de nouvelles manières de pratiquer la politique, la démocratie, etc. laisse un peu d'espoir dans ce paysage assez triste. Merci Corentin, merci Serge Halimi. Donc on retrouve aussi lundi soir à l'Institut français de Budapest pour parler des élections américaines, mais on reviendra de manière aussi sur ces thématiques-là. Monsieur Thomas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. J'espère que vous reviendrez débattre, discuter avec nous de la situation. Volontiers, merci beaucoup. Merci Judith qui était là, qui n'a pas parlé, mais qui était bien présente. Et merci à notre DJ Neil pour la conclusion. À dans 2 semaines. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.